De l'actualité, c'est tout de suite sur ITV. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres. Installation officielle du magistrat Abdul Majib Gueye à la présidence de la Cour des comptes. Le tout nouveau président annonce un suivi rigoureux des rapports de la juridiction. Le ministre des Transports terrestres et aériens sur le terrain, Abdoul Ahad Ndiaye, se félicite de l'avancement de l'extension du BRT vers la banlieue et rassure sur impact pour la mobilité urbaine. Il a effectué une visite de terrain de Gadaye en passant par Keur-Massar et Anne. Face à la recrudescence des cambriolages, les commerçants et gérants de multiservices tirent la sonnette d'alarme. Ils réclament des mesures de sécurité urgentes pour mettre fin à cette situation. Bienvenue, le premier président de la Cour des comptes, officiellement installé dans ses fonctions. Le magistrat Abdul Majib Gueye s'engage à consolider le rôle de l'institution dans le contrôle des financements publics. Compte rendu, Elisabeth Christine et Mafalfal. Le tout nouveau premier président de la Cour des comptes entend articuler son action autour de 5 principaux axes. Je pense qu'on est arrivé à un niveau où le personnel de la Cour doit se professionnaliser davantage. Nous avons indiqué les axes en termes d'outils de travail, nous avons indiqué les axes en termes de dispositifs à mettre pour la gestion de la qualité de nos travaux. Nous avons aussi indiqué les axes en termes de formation permanente, parce que nous sommes en train de mettre en place un centre de formation permanente. Ça, c'est un premier défi. Il y a un deuxième défi, c'est la digitalisation. C'est une question de l'heure. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas travailler en disant « je vais ignorer l'intelligence artificielle ». Ce n'est pas possible. Il y a d'autres défis. C'est d'abord rendre régulier l'apparition du rapport public, mais aussi essayer de changer un peu d'orientation pour en faire un rapport thématique. Le président de la Chambre des affaires administratives de la Cour des comptes, tout en saluant les 40 années d'expérience du nouveau premier président de la Cour des comptes, lui a également rappelé l'importance des responsabilités qui l'attendent dans ses nouvelles fonctions. Monsieur le Premier Président, vous héritez d'une responsabilité majeure, celle de conforter l'indépendance et l'autorité de la juridiction, de renforcer son positionnement institutionnel, de répondre aux attentes croissantes de nos concitoyens en matière de réduction des comptes, de consolider et d'améliorer les conditions de travail du personnel. Votre mission s'avère aussi noble que délicate. À la tête d'une équipe de magistrats chevronnés, il vous reviendra de vous assurer que chaque franc public est dépensé dans le strict respect des lois, de l'efficacité et de l'intérêt général. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, de plusieurs autorités judiciaires, administratives et diplomatiques, ainsi que de représentants d'institutions supérieures de contrôle venus de plusieurs pays africains. Elisabeth Christine, le tout nouveau président de la Cour des comptes, rassure l'opinion. Toutes les dispositions seront prises pour que les rapports de l'institution soient publiés et selon lui, ils ne vont pas finir dans les tiroirs. Abdul Majib Gueye indique que plusieurs mécanismes sont prévus pour assurer leur prise en charge effective. Je vous propose de l'écouter au micro d'Elisabeth Christine et de Mafalfal. En réalité, l'activité de la Cour donne lieu à des rapports qui nous ouvrent trois perspectives. La première perspective, c'est les recommandations dont nous suivons la mise en œuvre. La deuxième perspective, c'est les déférés que nous faisons quand il y a des fautes de gestion. Et puis la troisième perspective, c'est les référés, s'il y a des faits qui relèvent donc du pénal.
Alors de ce point de vue-là, aujourd'hui systématiquement, la Cour, quand il y a lieu, fait le suivi des recommandations. Elle fait aussi les déférés qu'elle envoie à la Chambre de discipline financière. Elle établit aussi des référés à l'endroit du ministre de la Justice. Maintenant, il appartient, n'est-ce pas, aux juges, n'est-ce pas, de prendre en charge ces questions-là. Mais du point de vue de la Cour des comptes, toutes les dispositions sont prises pour que les rapports ne dorment pas dans les tiroirs, comme on dit. Retour sur la visite du ministre des Transports terrestres et aériens au niveau des principales infrastructures du CETUD. Abdoul Ahad Ndiaye se félicite de l'avancement des projets liés à l'extension du BRT vers la banlieue. Il rassure quant à leur contribution à une mobilité urbaine plus moderne, durable et efficace. Compte rendu Daoudaba et Mafalfal. Le ministre des Transports terrestres et aériens se dit rassuré par l'état d'avancement des projets liés à l'extension du bus rapide transit. À l'issue d'une visite de terrain, il a salué des infrastructures qu'il considère comme une étape importante dans la modernisation du transport public. Ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré dans le sens où je suis vraiment quand même convaincu que le Sénégal est résolument tourné, en tout cas, vers la mise en place d'un plan de transport public moderne. Moderne, mais aussi durable. Durable, mais aussi, surtout, intégré aussi. Point central de cette tournée, le futur centre d'exploitation et de maintenance de Kermassar, édifié sur une superficie de 3,8 hectares. Ce site stratégique accompagnera l'extension du BRT vers la banlieue. Il pourra accueillir à terme 160 bus fonctionnant au gaz naturel. La première leçon que je tire déjà ce matin, c'était que effectivement, on est résolument tourné vers une solution, vers des solutions énergétiques, on va dire, et voire même écologiques. Parce qu'on a la première visite qu'on a eu à faire, c'est avec le futur même centre de Kermassar, le futur centre d'exploitation, avec une flotte qui va fonctionner 100% à gaz, avec du LNG, du liquéfié naturel gaz. Ça me rassure. La délégation s'est ensuite rendue au centre de Gadaï, où sont installés des équipements modernes destinés à l'exploitation et à la maintenance du réseau. Le ministre a notamment constaté l'utilisation de systèmes électriques de dernière génération. On a aussi visité le centre de Gadaï avec une flotte 100% électrique, avec des systèmes modernes, vraiment, qui me permet vraiment de dire que le Sénégal vraiment a fait le choix d'une mobilité moderne, a fait le choix d'une mobilité propre, mais surtout respectueuse de l'environnement. L'autre leçon aussi que je tire aussi de cette visite, c'est que le transport n'est pas seulement une affaire d'infrastructure, de bus, mais c'est plutôt une affaire aussi d'écosystème. La visite s'est achevée au siège du Conseil exécutif de transport urbain durable à Anne, aux côtés des responsables de cette structure chargée de la planification de l'organisation et de la régulation des transports publics dans l'agglomération dakaroise. Le ministre a participé à une séance de travail avec les équipes techniques, une rencontre qui lui a permis de faire le point sur l'évolution des différents projets et de réaffirmer la volonté de l'État d'offrir aux usagers un système de transport plus moderne et plus durable. La CNTS annonce une marche nationale dans toutes les régions du pays. Les syndicalistes dénoncent le non-respect du pacte de stabilité sociale. Les licenciements dans le secteur public et le parapublic sont aussi concernés. Déterminés à aller jusqu'au bout, les syndicalistes menacent de décréter une grève de 72 heures si l'État ne réagit pas. Écoutons le secrétaire général adjoint de la CNTS, Lamine Fall, au micro d'Aminata Kor. Participe à peu près 70 à 80%. léegi nag mais booba léegi dañu gis ne état bi ma nga toppam toogoon. ñu ne kon nag loolu mën te continuer ndax revendication yi benn bougé wu ci yi nekk ci pacte bi
mais aussi ñaari code yi nga xam ne moo ëmb liggéeykat yi mu code de sécurité sociale di code du travail aussi liñ ci doon ñaxtu liñ ci doon jàmbat kenn woowuñu sax ba léegi nag moo tax ñu ne danañu wër réew mi yëpp dafay assemblée générale sensibiliser liggéeykat yi fépp buñ ci àggee marche nationale lay doon buñ ci génnee itam bu dara yënguwul pour wane ne état bi parce que yéene soppi doxalin bu dara yënguwul grève générale 72 heures bi yoon loolu da lañ jàpp démb ci suñu rencontre mi l'ensemble des centrales yi ne ci Sénégal voilà ñu ngi ko waajal nag incha allah bu fekkee nag li ñuy wax ne restons ouverts tëjul suñuy bunt bu nguur gi wootee pour waxtaanee poñ yooyu mais dañ ko déglu ji. L'Union pour la prospérité nationale de Matam signe la charte d'adhésion à la coalition présidentielle. Son président Mohamed El Béchir Sall a annoncé son ambition de soutenir le président Bassirou Diomaye Faye. Il plaide également pour l'instauration d'un pôle de développement transformateur pour la région. Un compte rendu d'Amadou Oumar Diallo. C'est un signal politique fort envoyé depuis la capitale régionale de Matam. Réunis lors d'un rassemblement populaire à la place mythique des HLM, les militants du mouvement de l'Union pour la prospérité nationale ont formalisé leur adhésion à la coalition présidentielle. À cette occasion, le président du mouvement a publiquement annoncé son ambition de s'aligner derrière l'initiative portée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le temps est venu de fédérer les énergies, de mutualiser les compétences et de construire une force capable d'accompagner efficacement et efficientement la vision du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est dans cet esprit que nous accueillons favorablement son initiative et de créer un nouveau cadre politique. Évoquant les nombreux défis structurels auxquels fait face la commune de Matam, le leader politique a plaidé pour l'instauration d'un pôle de développement transformateur spécifiquement défini pour chaque secteur d'activité. Notre pays adorable aujourd'hui aborde aujourd'hui une étape importante de son évolution politique. Le Sénégal est confronté à des défis majeurs. Consolider la stabilité, renforcer la cohésion nationale, accélérer son développement économique, créer davantage d'opportunités pour la jeunesse, promouvoir l'autonomisation des femmes, moderniser ces territoires et garantir un développement plus qu'équilibré entre toutes les régions. Dans la région de Matam, la coalition présidentielle place ses pions. Un collectif de jeunes leaders locaux se mobilise activement sur le terrain pour baliser la voie à la coalition au pouvoir. Ces derniers se disent prêts à accompagner la structuration de la future formation politique du chef de l'État au sein d'une région traditionnellement considérée comme un bastion historique de l'opposition. Macky Sall est attendu demain à Dakar. C'est pour un court passage au Sénégal. L'ancien président est dans une perspective de soutien de sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU par son successeur, le président Bassirou Diomaye Faye. Pour Oumar Sow, Macky Sall ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Par conséquent, il peut venir au Sénégal comme il veut, abordant la question des victimes des événements de 2021 à 2024. L'ancien chargé de mission à la présidence estime que le régime actuel a la majorité à l'Assemblée nationale qui peut lui permettre d'abroger la loi d'amnistie. Oumar Sow est joint par Aminata Kor. Ce régime doit dire la vérité à ces martyrs, qui se disent martyrs, qu'aujourd'hui, ils se réclament justice, mais ils ont eu la possibilité que justice soit faite par l'abrogation de la loi d'amnistie. Ils ont la majorité à l'Assemblée nationale depuis bientôt 1 an, 2 ans. Ils ne l'ont pas fait. Et à plusieurs occasions, ils pouvaient le faire. Ils ont mis une mise en accusation au niveau de l'Assemblée, qu'ils ont rejetée par le bureau de l'Assemblée. Donc, il faut rappeler aussi l'histoire que le président Macky Sall s'est entretenu avec ce régime 3 fois avant de partir en 2024. Première fois, nous tous nous avons vu au palais avant l'installation officielle, après l'installation officielle, et son départ au niveau de l'aéroport
militaire, donc il est parti, il n'est pas sorti avec même l'avion présidentiel. Donc il est temps que ce régime, que ce soit Sonko, que ce soit Bassirou Diomaye Faye, de dire la vérité au peuple sénégalais et de dire la vérité, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Si on voulait la lumière, je pense que cette loi devait être abrogée. Ils ont la majorité, ils peuvent le faire. Et maintenant, il faut qu'ils arrêtent. Macky Sall ne fait aucun objet de poursuite et il est libre de venir au Sénégal. Je pense qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Recrudescence des séries de cambriolage, vendeurs de téléphones, gérants de multiservices s'inquiètent de la situation. Ces dernières demandent aux autorités de renforcer la sécurité pour mettre fin à ces actes. C'est un reportage signé Absa Djouranish et Moussa Dia. Face à la recrudescence des cambriolages et autres actes de délinquance, certains citoyens appellent les autorités à réagir rapidement pour érayer ce phénomène. Il y a une montée de l'insécurité dans ce quartier. Récemment, des jeunes sont passés par ici et ils agressaient tout le monde. C'était vraiment compliqué. Nous, les vendeurs de téléphones, nous sommes presque les principales cibles. Nous sommes vraiment fatigués. Nous demandons aux autorités de prendre en charge cette question. D'autres plaident pour la généralisation des caméras de surveillance dans les entreprises. La sécurité est selon eux désormais une responsabilité individuelle. Il est vraiment difficile d'éradiquer l'insécurité dans ce pays. Il faudrait peut-être chercher à le diminuer. Je pense que l'État doit exiger dans chaque boîte, chaque entreprise des caméras de surveillance. C'est pour mieux garantir la sécurité des usagers. Les autorités sont appelées à renforcer les moyens de la police nationale. La question d'insécurité doit être prise au sérieux. Je pense qu'il faut renforcer les patrouilles. Mais souvent également, lorsqu'on appelle la police, il tarde à venir. Ça également, il faudrait se pencher là-dessus. Je pense qu'il faut agir et très vite. Des appels qui traduisent une même attente, des mesures concrètes pour renforcer la sécurité et mieux protéger les populations. Exposition de 18 ouvrages consacrés à l'économie sociale et solidaire. L'auteur Alioune Ndiaye a présenté différents thèmes liés à l'économie sociale et solidaire. Ce dernier suggère de réinventer et de transformer le secteur en Afrique pour une économie plus juste et humaine. Alioune Ndiaye, expert en développement international et écrivain, est au micro de Babacar Seck. Les ouvrages, véritablement, n'épargnent aucun secteur, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit les territoires, mais aussi soit la finance, le numérique. Donc, je n'ai épargné aucun secteur parce que je me dis l'approche doit être holistique et intégrée. C'est pourquoi, véritablement, j'ai voulu permettre surtout au ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, en tout cas de profiter de cette opportunité pour essayer de partager ces œuvres pour les organisations, pour que l'économie sociale et solidaire puisse être documentée pour la capitalisation aussi des bonnes pratiques en matière d'économie sociale et solidaire. Parce que mon 5e livre aussi porte sur l'économie sociale et solidaire. Et le titre, c'est Réinventer l'économie, le dessus de l'économie sociale et solidaire face aux défis contemporains. Voyez-vous donc l'importance de l'économie sociale et solidaire. Et le Sénégal a affirmé son leadership sur le plan africain avec l'organisation du FORAES qui a été vraiment une réussite.
Et sport, à présent, les champions d'Afrique U15, U17 ont été récompensés par l'État du Sénégal à hauteur de 500 millions de francs CFA. La fédération, sénégalaise de football a également mis la main à la poche pour primer les joueurs et la délégation. Chaque joueur et membre de la délégation va recevoir minimum 2 millions de francs CFA. L'explication de Karachoun, attaché de presse de la Fédération sénégalaise de football, au micro de Djibril Gabi Sarro et Chertidiane Diouf. 11 pouces d'une valeur de 300 000. Mais cerise sur le gâteau, la fédération a donné à chaque joueur et de membres de la délégation de U15 une somme de 500 000 francs, en plus du montant du soutien que le président de la République a donné. Pour les U17, ils auront 3 millions, toujours donnés par son Excellence le président de la République, répartis comme suit: 2 millions pour bourse scolaire, une enveloppe d'1 million au profit des jeunes U17, un iPad, une assurance maladie de 2 ans, et là également, la fédération a donné 1 million de francs supplémentaires aux joueurs et aux membres de l'encadrement de l'U17. L'AIC Djambo de Djokoul vient de remporter la finale de la Coupe du maire de Dia au tir au but. Le ministre des Forces armées, Yankomba Diémé, a profité de l'occasion pour annoncer une nouvelle dynamique du concept armée nationale. Il souhaite renforcer le civisme chez les jeunes. Un compte rendu de Sekou Diallo et Astombey. Une finale de coupe aux airs de bilan de mi-mandat. À Dia, l'équipe municipale a profité de l'événement pour défendre son bilan, jugé extrêmement positif. Face aux populations, l'adjoint au maire a listé les réalisations phares de la commune. Pour lui, les promesses de campagne sont aujourd'hui palpables. À la croisée des chemins, À la croisée des chemins, certains rêves s'envolent. Mais ici à Dia, tous les rêves sont devenus réalité. Les rêves sont devenus réalité parce que qui voit ces stades sait qu'avant l'arrivée du maire, les jeunes étaient très fatigués. Mais à 1 an de mandat seulement, le maire a construit un stade municipal. Et aussi, à mi-mandat, il a construit 20 salles de classe et l'accès universel à l'électrification rurale est devenu une réalité. Accès universel à l'électricité. Mais la jeunesse ne doit pas seulement s'épanouir par les infrastructures, elle doit aussi être formée au civisme. C'est le message fort porté lors de cette finale par le ministre des Forces armées, Yankoba Diémé, regrette que les associations sportives et culturelles, les ASC, délaissent trop souvent la culture au profit unique du football. Pour y remédier, le ministre annonce une nouvelle étape du concept Armée-Nation en collaboration avec le ministère de la Jeunesse. Il semblerait que dans les ASC, le volet sportif soit beaucoup plus considéré que le volet culturel. Et dans le sport, le football est presque le seul pratiqué. Nous voulons aujourd'hui un Sénégal de développement, un Sénégal culturellement fort. Dans les prochains jours, nous verrons une collaboration entre le ministère de la Jeunesse et celui des Forces armées à travers le concept Armée-Nation dans le cadre du mouvement civique national. Si nous voulons le Sénégal dont tout le monde rêve, il faut impérativement valoriser le concept car l'armée est impliquée dans tous les secteurs difficiles à gérer. Sur le rectangle vert, la fête a été totale. Cette finale très disputée opposait l'ASC Nyanbo de Djokoul à l'ASC Dego de Dia. Ce sont finalement les joueurs de Djokoul qui l'ont emporté au bout du suspense. Lors de la séance fatidique des tirs au but, une rencontre disputée dans un excellent état d'esprit, le maire de la commune Tamsir Gueye a tenu à chaleureusement saluer le fair play exemplaire de 2 équipes tout au long du match.
Ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci. Restez fidèles au programme d'ITV.